Pour la prochaine présentation, j'appelle Madame Castagnier, docteur en microbiologie et spécialiste en carbonatogénèse, qui va nous présenter les prémices du procédé biocalcis. Mesdames, Messieurs, très souvent les procédés industriels ont été conçus à partir d'observations de ce qui se passait dans le milieu naturel. Et en effet, pour la biominéralisation, ça a été le cas. La biominéralisation, elle est basée sur la biocalcification, qui a commencé par des recherches fondamentales, et ces recherches fondamentales ont permis de déterminer comment les bactéries, de façon naturelle, étaient capables de fabriquer du calcaire. Et à partir de ces recherches fondamentales, des recherches industrielles ont été mises en jeu dans l'espoir d'obtenir des applications industrielles. Plusieurs applications ont été conçues à partir de ces recherches. Deux vont nous intéresser aujourd'hui. Comment protéger les monuments en calcaire en surface, mais aussi comment consolider les sols ou les pierres. Ces recherches se sont étalées de 83 à 21. Quand on veut utiliser la biominéralisation pour notre secteur d'activité, eh bien, on peut travailler sur une biominéralisation de surface ou une biominéralisation en profondeur. Définition d'une bactérie calcifiante. C'est une bactérie qui, naturellement, est capable de fabriquer du CaCO3. Et le calcaire, vous connaissez tous, c'est une roche qui contient à 50% du CaCO3, mais qui peut être associée à d'autres formes cristallines de carbonate de calcium, comme la dolomite ou l'aragonite. Regardons ce qui se passe dans le phénomène naturel pour en tirer des conséquences pour le procédé. Dans la nature, on peut trouver des calcaires sous forme de falaises, comme des falaises à coccolithophoridés, mais on peut trouver également des calcaires coquillés, où là, l'origine des coquilles ne nous pose pas de problème. Ce qui vont nous poser comme problème, c'est la structure du ciment qui englobe ces coquilles, c'est-à-dire la micrite, qui est en fait un carbonate de calcium à granulométrie très fine. On connaît aussi les calcaires récifaux, où les squelettes de coraux constituent le banc. On appelle ça des calcaires à fossiles. Mais il existe d'autres styles de calcaire dans la nature. Il existe les calcaires lithographiques qui ne contiennent pas de fossiles, mais qui sont composés de carbonate de calcium de granulométrie très fine, donc de micrite. On a des calcaires oolithiques qui contiennent des petites sphères de carbonate de calcium, des ooïdes qui sont des grosses sphères de carbonate de calcium, mais aussi des stromatolites. Et là, vous avez des stromatolites qui sont actuels et qui sont aux Bahamas. Et puis, vous avez également des stromatolites anciens. Les plus anciens que l'on connaisse datent de moins 3,5 milliards d'années, au début des origines de la vie. Et puis, on a les phénomènes qui se passent dans les grottes avec les stalactites et les stalagmites. Très longtemps, tous ces calcaires cités ici ont été considérés comme des calcaires sans fossiles. Et moi, je complète en disant sans fossiles reconnaissables. On les appelait anciennement des calcaires azoïques, azoïques signifiant sans vie à l'intérieur. Les calcaires dans la nature, on n'a pas de problème en ce qui concerne les coquilles, mais le problème, c'est le ciment. On ne sait pas l'expliquer. Dans les calcaires sans fossiles, là, le problème, il est complètement complet. Mais ces calcaires que j'ai montrés en haut sont-ils vraiment sans fossiles? Si je prends un stromatolite et que je fais une coupe dans le stromatolite et que je regarde cette coupe en microscopie électronique à balayage à un grossissement minimum de 6000, eh bien, je vais voir des structures de filaments qui ressemblent énormément aux filaments qui sont connus actuellement sous le terme de cyanobactéries. Nous avons donc des cyanobactéries fossiles datant de 3,5 milliards d'années, dont des stromatolites. C'est elles qui ont constitué les stromatolites. L'hypothèse de synthèse chimique doit donc être révisée vers une hypothèse de synthèse biologique. Quand on considère en bilan toutes les méthodes possibles pour faire des carbonates de calcium, on ne peut pas négliger quand même la synthèse chimique. Elle existe en laboratoire. Elle est le résultat d'une variation sur des solutions saturées en ion carbonate et en présence de calcium, soit par évaporation, soit par diminution de la pression partielle en CO2, soit
par augmentation de la température. Et c'est ce que vous constatez dans les bouilloires qui sont tartres. Mais ces conditions n'existent pas vraiment dans la nature, ou elles sont exceptionnellement rares, aussi bien dans l'actuel que dans le passé. Et elles n'expliquent en aucun cas la vaste étendue des dépôts carbonatés que l'on a sur notre planète. Passons donc aux productions biogéniques, donc dues à la vie. 4 paragraphes vont être considérés. En grand A, les animaux et les végétaux. Bon, ça, c'est les calcaires coquillés. Après, la précipitation sous l'effet de la photosynthèse qui fait varier la pression partielle en CO2 due aux végétaux, mais aussi les productions fongiques dues à des champignons microscopiques. À côté de ces 3 points, il y a un terme qui est celui de eucaryote que je vais définir rapidement. Ça veut dire vrai, karyos, c'est le noyau. En réalité, les 3 formes vivantes dont je viens de parler sont des formes qui ont des cellules qui contiennent un vrai noyau, c'est-à-dire du matériel génétique entouré d'une membrane nucléaire. Elles se différencient du terme prokaryote que l'on va voir au niveau des carbonates bactériens. Les 2 premiers points A et B correspondent aux calcaires à fossiles que nous avons vus et les 2 derniers aux calcaires sans fossiles. C'est dans le domaine des carbonates bactériens que l'on a le plus de possibilités pour concevoir des procédés industriels. Les carbonates bactériens, et je ne parlerai plus que d'eux maintenant, sont conçus d'une façon différente en fonction de l'origine du carbone qui va être intégré dans la molécule de CaCO3. Si ce carbone provient du CO2, eh bien on parlera d'un carbone de production en autotrophie. L'autotrophie, je le définis, c'est l'utilisation du carbone, du CO2, pour fabriquer de la matière organique. Ça, vous le connaissez, même si vous ne connaissiez pas le terme, car ce mot-là s'adresse à tous les végétaux. Si le carbone du CaCO3 provient de la matière organique, on parlera d'une production en hétérotrophie. L'hétérotrophie, c'est donc l'utilisation du carbone de la matière organique pour concevoir d'autres carbones. L'hétérotrophie, vous la connaissez, c'est nous qui nous consommons de la matière organique qui sommes incapables d'utiliser du CO2. La diversité du monde bactérien est grande et dans la production en autotrophie, il y a des bactéries qui sont capables de faire du CaCO3. Ces bactéries-là, je ne noterai qu'une seule d'entre elles, les cyanobactéries, puisque nous venons d'en parler. Elles sont capables de faire du carbonate de calcium, mais elles ne seront pas utilisables dans les procédés que nous voulons mettre en jeu. En hétérotrophie, on va distinguer une précipitation active. Ce sont des termes bien sûr techniques de microbiologistes, mais comprenez simplement que la bactérie, dans ce cas-là, va faire agir des pompes à calcium et à magnésium qui aboutiront à une synthèse de carbonate de calcium. Plus intéressant, la précipitation passive, parce que dans le cycle de l'azote et dans le cycle du soufre, les bactéries sont capables de fabriquer du carbonate de calcium. En autotrophie, on va régler le problème des cyanobactéries parce que vous les connaissez quand même, les cyanobactéries. Les cyanobactéries, ce sont des bactéries qui font une photosynthèse oxygénogène comme les végétaux, qui vont prendre le CO2 atmosphérique en présence de la lumière visible et qui vont donc produire un déplacement de l'équilibre vers une synthèse de CaCO3. Il y a des impacts environnementaux importants et en particulier, mais ils ne sont pas dans notre domaine d'actualité aujourd'hui, mais ils oxygènent quand même les biotopes, ils sont intéressants en aquaculture. Elles piègent du CO2, donc elles peuvent faire des piles à CO2 dans le système de l'effet de serre et elles peuvent stocker le CO2 sous forme de calcite. Attention, nous ne les appliquerons pas pour les monuments historiques ou pour les monuments tout court. Prouvons bien pourquoi on ne peut pas les utiliser. Les cyanobactéries, quand on veut faire un traitement de surface, doivent être pulvérisées à la surface des pierres du monument. Elles vont donc utiliser le CO2 atmosphérique et elles vont utiliser la lumière du jour. Mais elles contiennent des pigments chlorophylliens. Elles vont donc développer des marbrures vertes sur les monuments. Il est donc impossible de les utiliser. Même si, et vous les voyez sur la photo qui est à droite, les cyanobactéries sont tout à fait capables de fabriquer du carbonate de calcium et rappelons que c'est elles qui fabriquent les stromatolites. Peut-on les utiliser pour consolider des sols ou des pierres? Quand on veut consolider un sol ou une pierre, il faut faire des injections de bactéries.
Mais là, il va falloir injecter du CO2. C'est beaucoup plus difficile que d'injecter un liquide. De plus, il faut produire ce CO2. À notre époque, où on a des effets de serre, produire du CO2 pour l'injecter est une aberration. Mais ce qui est le plus rébarbatif dans cette approche, c'est que ces bactéries ont besoin de lumière et que si vous les injectez dans un sol ou dans une pierre, il n'y a plus de lumière, donc elles ne sont pas actives. Nous avons réglé définitivement le problème des cyanobactéries. Elles ne seront pas utilisables pour nos applications, peut-être pour d'autres. Comment utiliser les bactéries hétérotrophes? Eh bien, dans le cycle du soufre, vous vous souvenez, j'ai présenté 2 cycles, le cycle du soufre, le cycle de l'azote. Dans le cycle du soufre, les bactéries qui sont capables de précipiter du CaCO3 sont toutes anaérobies strictes. Que signifie ce terme? C'est qu'elles sont tuées par les molécules d'oxygène. Vous ne pouvez donc pas les utiliser sur les monuments, puisqu'il y a de l'oxygène dans l'air. Impossible. Il nous reste le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote, dans ce cycle-là, 2 voies métaboliques ont été explorées. L'ammonification des acides aminés par Bacillus cereus, ça c'est un nom de bactérie, c'est le processus initial, celui que vous connaissez, dans la biominéralisation de surface et dans tous les produits qui ont été dérivés de cette biominéralisation-là. En deuxième position, j'ai marqué la dégradation de l'urée par Bacillus pasteurei, alias Sporosarcina pasteurei. Cette bactérie porte 2 noms, donc de temps en temps je dirais l'un, de temps en temps je dirais l'autre, mais c'est la même bactérie. Et la dégradation de l'urée, c'est le processus Biocalcis. Ces 2 bactéries portent le même nom de genre, ce sont des voisines. Elles ont des caractéristiques qui sont voisines, mais différentes quand même, et nous les verrons un peu plus loin. Et ces bactéries, elles sont surtout très faciles à produire industriellement, très faciles à conserver, très faciles à déshydrater ou à réhydrater, et surtout, ce sont des bactéries de l'environnement, elles sont non pathogènes. Donc, c'est dans ce secteur d'activité que les recherches de fondamentales sont parties vers les recherches appliquées. Dans le cycle de l'azote, j'ai résumé sur cette diapositive les 2 process pour que vous voyez qu'il y a une comparaison entre les 2, mais des différences. Bacillus cereus, il prend donc des acides aminés en aérobiose et il aboutit à la production d'ions hydrogénocarbonate et carbonate et une production de NH4+. Le tout en présence de calcium agit sur l'équilibre des hydrogénocarbonates, déplaçant vers une précipitation de CaCO3. L'autre côté, Bacillus pasteurei, lui, il part d'une molécule différente, il part de l'urée, mais il travaille aussi en aérobiose, en présence de calcium, d'urée et de matière organique, ou sans matière organique, on verra plus loin que l'on n'en rajoutera pas. Eh bien, ils aboutissent aux mêmes molécules fabriquées et ils aboutissent aussi à une production de CaCO3. À gauche de l'image, le process initial et la biominéralisation de surface. À droite, biocalcis et le traitement en profondeur. L'ammonification des acides aminés. Je suis très consciente que c'est un peu rébarbatif. Les acides aminés, ce sont les composants des protéines. Donc, on est sur de la matière organique. Les Bacillus cereus va donc dégrader cette matière organique et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il produit. Il va produire des ions hydrogénocarbonate et carbonate, des ions NH4+, une alcalinisation en présence de calcium, CaCO3. C'est bien une précipitation passive, car vous le voyez, ce n'est pas la membrane de la bactérie qui intervient, mais c'est le métabolisme de la bactérie qui fait varier les paramètres environnementaux autour d'elle, ce qui aboutit à une précipitation de CaCO3. Sur la photo à gauche, vous voyez un biocalcin, donc c'est un traitement biominéralisation de surface, et vous voyez un mélange de bactéries piégées dans le calcaire qu'elles ont fabriqué, à 2 étapes d'évolution, en bas en cours de travail et en haut presque achevé. La dégradation bactérienne de l'urée, donc biocalcis ce coup-ci. Biocalcis, c'est de la bioconsolidation en profondeur, ça peut marcher en surface aussi. On part de l'urée, la molécule qui est à gauche, et la bactérie va fabriquer de l'uréase. L'uréase, c'est une enzyme, c'est-à-dire c'est une protéine qui est capable de catalyser des réactions chimiques. La bactérie la fabrique, l'uréase. Et cette enzyme catalyse donc la dégradation de l'urée pour donner
des ions hydrogénocarbonate et du NH4+, en présence de calcium, CaCO3. Les bactéries qui produisent de l'uréase sont nombreuses. Il en existe plus de 80 différentes et nous avons arrêté le recensement à celles-là. Bacillus pastorei a été choisi pour ses caractéristiques, mais surtout parce qu'il peut pénétrer en profondeur dans la porosité, beaucoup plus que le céréus, et surtout parce qu'il peut résister à la pression mise en jeu lors de la pulvérisation ou lors de l'injection. C'est ce que l'on appelle le caractère piézophile. Peu de bactéries sont capables d'avoir ce caractère-là, mais Sporosarcina pastorei, alias Bacillus pastorei, le possède. C'est un atout lorsqu'on veut faire de l'injection dans de la pierre. Et surtout, elle produit beaucoup d'uréase. Plus on fait d'enzymes, plus on fait de carbonate de calcium. C'est la bactérie, dans toute la diversité du monde bactérien hétérotrophe, qui produit le plus d'uréase. Ce qui fait que Biocalcis, en comparaison avec le process initial, est beaucoup plus performant. Pourquoi peut-on appliquer Biocalcis sur les pierres calcaires? Eh bien, une approche peut être de soigner les pierres. Les symptômes de maladie de la pierre sont la pulvérulence, l'alvéolisation, la desquamation. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que vous les connaissez mieux que moi et un autre intervenant en parlera. Les raisons, eh bien, c'est une attaque directe de la pierre par l'H2S, c'est la pollution urbaine et industrielle, mais c'est aussi peut-être quelque chose que vous connaissez moins, c'est la dégradation de l'H2S par une catégorie de bactéries qui l'on appelle des bactéries sulfo-oxydantes, qui prennent ce H2S et qui produisent de l'H2SO4 qui attaquent le calcaire. Et les conditions de vie de ces bactéries-là sont une concentration en CO2 élevée, de l'H2S élevé et de l'aérobiose, c'est-à-dire tout ce qui peut être au contact d'une pierre en contexte urbain. Les solutions, eh bien, Biocalcis est capable d'arrêter la pulvérulence en surface et peut consolider les pierres en profondeur. C'est une action curative. Si l'on doit changer les pierres pour la desquamation ou pour l'alvéonisation ou pour d'autres raisons, eh bien, Biocalcis va pouvoir protéger les pierres neuves et faire cette protection assez profondément pour que ça dure plusieurs années. C'est une action préventive. Quelques images pour visualiser le Biocalcis. Elles ont été faites, attention, non pas comme les photos que je vous ai montrées avant qui étaient sur des surfaces de pierre, mais là sur des cassures fraîches, c'est-à-dire dans la pierre. En haut, vous avez donc un calcaire à astérie qui est caractérisé par le fait qu'il n'a subi aucun traitement préalable, quel que soit le traitement. Avant traitement, voici ce que l'on peut voir. On voit des zones d'écoulement, des zones compactes, et après traitement par Biocalcis, vous repérez des empreintes de bactéries pointées par la flèche bleue, mais vous voyez aussi dans la partie droite, sur l'image de droite, les rhomboèdres formés de calcite qui sont avec quelques empreintes de bactéries aussi, et qui sont formés. C'est à l'intérieur de la pierre. C'est bon, c'est parfait. Alors, j'ai résumé sur cette dernière diapositive quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Comme ça, on ne me les posera pas. Biocalcis crée un liant biologique sous forme de calcite au sein des matériaux altérés. C'est un procédé qui recrée la pierre. Vous voyez que nous sommes partis de l'ancien, comment les pierres se sont formées, comment les calcaires se sont formés, et on fait faire la même chose. Donc, on obtient quelque chose qui est comme ce qui était au départ. Un procédé que l'on peut quantifier et doser. Quand on utilise les bactéries, il suffit de leur apporter plus ou moins de composés pour régler en quelque sorte leur activité. Et là, en standard actuellement, on est à 3 mm de profondeur de traitement, mais on peut aller jusqu'à 20 mm de profondeur de traitement dans la pierre. C'est un procédé dont on maîtrise les différents apports et c'est là où s'est passée toute l'application industrielle. Elle est là, dans cette maîtrise-là. C'est une bactérie non pathogène, évidemment. Elle est issue de l'environnement, donc elle retourne dans l'environnement. Elle va refaire le même travail qu'elle y faisait avant.
Les bactéries sont piégées définitivement dans le calcaire, et vous avez vu les empreintes, dans le calcaire fabriqué, et donc elles meurent, tout simplement. Les apports sont utilisés en totalité au cours du procédé. Il est dimensionné pour ne pas laisser de reste, et le procédé ne génère pas de résidus toxiques. À part l'urée, qui est utilisé en totalité, le procédé n'exige pas d'apport de matière organique parce qu'il est dimensionné pour que les bactéries n'en aient pas besoin dans le laps de temps du traitement. Il n'y a donc pas de stimulation d'autres bactéries qui pourraient être en place sur ou dans la porosité. Le procédé produit une élévation du pH et cette élévation du pH, il va inhiber et donc ne pas stimuler les bactéries sulfooxydantes dont je vous parlais, capables de faire du H2SO4. Et enfin, il n'y a pas de coloration de la pierre puisque les bactéries utilisées sont de couleur crème. Merci.